Mes parents m'ont traité d'égoïste et m'ont jeté un gâteau au visage lors d'une réunion de famille, simplement parce que j'ai refusé de donner mon appartement de 350 000 € à ma sœur, leur enfant chéri. Je suis restée là, la crème dégoulinant sur mes yeux, le cœur battant non pas de peur, mais d'une réalisation glaciale. J'ai essuyé mon visage calmement, j'ai quitté la pièce sans un cri, et j'ai enclenché une vengeance juridique si précise et impitoyable qu'elle les a laissés sans toit et remplis de regrets pour le reste de leur vie misérable. Ce n'est pas seulement une histoire de gâteau, c'est l'histoire de la reprise de ma dignité. Bonjour à tous et bienvenue. Avant de plonger dans ce cauchemar familial qui, je l'espère, vous servira de leçon, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous êtes à Paris, à Lyon, ou peut-être au Québec? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos messages, cela me rappelle que je ne suis pas seule face à l'absurdité de certaines familles. Je m'appelle Floriane, j'ai 33 ans, et je suis expert comptable. Quand je dis mon métier, les gens imaginent souvent une vie ennuyeuse, remplie de tableaux Excel et de bilans financiers. Mais pour moi, les chiffres ont une beauté que la vie réelle n'a pas, ils ne mentent jamais. Ils sont justes. 1 + 1 fera toujours 2. Malheureusement, dans ma famille, l'équation a toujours été différente. Ma sœur Coralie valait 10, et moi, je valais 0. Je vis à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons. C'est un quartier magnifique, avec ses vieux immeubles en pierre blonde, ses antiquaires et cette lumière particulière qui se reflète sur la Garonne en fin d'après-midi. Mon appartement est mon sanctuaire. Il fait 95 mètres carrés, 3 chambres, avec une terrasse qui donne sur les toits. Je l'ai acheté il y a 10 ans, une ruine que j'ai rénovée pièce par pièce, week-end après week-end, sacrifiant mes vacances, mes sorties et parfois même ma santé. La semaine dernière, j'ai versé la dernière mensualité de mon prêt immobilier. J'avais travaillé comme une forcenée, accumulant les heures supplémentaires, gérant des dossiers fiscaux complexes pendant que mes amis partaient en week-end à la mer. Quand j'ai vu le solde de mon prêt tomber à 0 sur mon application bancaire, je n'ai pas sauté de joie. Je me suis assise sur mon canapé en velours crème, j'ai regardé autour de moi, et j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Ces murs m'appartenaient. Personne ne pouvait me mettre dehors. C'était ma forteresse contre le chaos, contre le jugement, contre l'indifférence de ceux qui étaient censés m'aimer. Ici, le silence est d'or. Il n'y a pas de cris, pas de comparaison, pas de soupirs déçus. Je pensais naïvement que ce succès, cette stabilité matérielle, finirait par inspirer le respect de mes parents. Je pensais qu'en devenant cette femme indépendante et propriétaire, ils me regarderaient enfin avec fierté. Quelle erreur monumentale! Pour eux, mon succès n'était pas une fierté. C'était une ressource à exploiter. Une anomalie dans leur système où tout devait converger vers Coralie. Je sirotais mon café sur ma terrasse, profitant de la brise légère, sans savoir que dans moins de 48 heures, ce même appartement deviendrait l'objet de la demande la plus obscène que j'ai jamais entendue. Je ne savais pas encore que le prix de ma liberté ne serait pas l'argent, mais la perte définitive de ma famille. Mais parfois, perdre quelque chose est la seule façon de se retrouver soi-même. Pour comprendre pourquoi un gâteau a fini sur mon visage, il faut remonter le temps. Il faut comprendre la dynamique toxique dans laquelle j'ai grandi à Angoulême. Il y a 7 ans d'écart entre moi et ma sœur, Coralie. 7 ans, c'est suffisant pour que mes parents changent radicalement de méthode d'éducation. Ou plutôt, qu'ils changent de personnalité. Moi, j'étais l'aînée. L'enfant brouillon. Celle sur qui on teste la sévérité. Floriane, sois raisonnable. Floriane, tu es grande, tu dois comprendre. J'ai grandi avec l'idée que l'amour se méritait par l'obéissance et l'effacement. Je devais avoir de bonnes notes, ne pas faire de bruit, et surtout, ne rien coûter. Et puis, Coralie est née. Coralie n'était pas juste une petite sœur. C'était le bébé miracle, la princesse, l'enfant doré. Dès sa naissance, mes parents, Liliane et Maurice, ont perdu toute notion de mesure. Si je demandais des cours de piano, c'était trop cher. Quand Coralie a voulu faire de l'équitation un sport hors de prix, mon père a fait des heures supplémentaires sans broncher pour lui acheter sa propre selle en cuir. Je me souviens de mes 18 ans. J'avais obtenu mon bac avec mention très bien. J'espérais, secrètement, une petite aide pour mes études ou peut-être une voiture d'occasion pour aller à la fac. Mes parents m'ont offert une valise. C'est pour ton départ, a dit ma mère avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Tu es débrouillarde, Floriane. On sait que tu t'en sortiras seule.
J'ai dû prendre un prêt étudiant et travailler chez McDonald's tous les soirs après les cours pour payer mon loyer et mes livres. 3 ans plus tard, pour les 18 ans de Coralie qui avait redoublé sa terminale et obtenu son bac au rattrapage de justesse, mes parents ont vidé leur compte épargne-retraite. Ils lui ont acheté une Fiat 5 neuve, décapotable, blanche nacrée. Je revois encore la scène, Coralie sautant de joie, ma mère pleurant d'émotion, et mon père me jetant un regard fuyant. Elle en a besoin pour sa confiance en elle, tu comprends? Toi, tu es forte. Coralie est sensible, elle a besoin de soutien. C'était leur mantra, Floriane est forte. C'était devenu une insulte. Être forte signifiait qu'on pouvait me charger comme une mule sans jamais me demander si j'avais mal au dos. Être forte signifiait que je n'avais droit à aucune compassion. Coralie a grandi en pensant que le monde lui devait tout. Elle a commencé 3 ou 4 formations différentes, école d'art, communication, maquillage sans jamais en finir aucune, tout en vivant au crochet de mes parents. Aujourd'hui, à 26 ans, elle se définit comme styliste de vie et influenceuse sur Instagram. Concrètement, elle poste des photos de ses tenues achetées avec l'argent de papa et maman, et donne des conseils de vie alors qu'elle n'a jamais payé une facture d'électricité de sa vie. Je ne la détestais pas. Vraiment. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être la grande sœur bienveillante. Je lui offrais des cadeaux, je l'aidais à rédiger ses CV, qu'elle n'envoyait jamais. Je pensais que c'était mon rôle. Mais il y a une différence entre aider quelqu'un à se relever et le porter sur son dos pendant qu'il vous donne des coups de pied dans les côtes. Le fossé entre nous s'est creusé lorsque j'ai acheté mon appartement à Bordeaux. Au lieu d'être heureux pour moi, j'ai senti une pointe d'agressivité chez ma mère. C'est grand pour une personne seule, non ? Disait-elle en visitant les lieux pour la première fois, cherchant la moindre poussière. Coralie vit dans un studio minuscule, la pauvre. Je n'ai pas relevé à l'époque. Je pensais que c'était juste de la maladresse. Je ne savais pas que dans l'esprit de ma mère, mon appartement n'était pas ma propriété, mais une extension du patrimoine familial, disponible pour être redistribuée selon ses envies. J'étais la banque, et Coralie était le client VIP. Mais le guichet allait bientôt fermer, et de manière brutale. Le premier signe avant-coureur, l'alerte rouge que j'aurais dû écouter plus attentivement, s'est produit il y a tout juste un mois. C'était une violation de mon intimité si flagrante que j'en tremble encore de rage quand j'y repense. J'étais partie à Paris pour un séminaire de 3 jours sur la fiscalité des entreprises. J'avais laissé un double de mes clés à ma mère, au cas où. Au cas où il y aurait une fuite d'eau, un incendie ou une urgence vitale. C'est ce qu'on fait dans une famille normale, non? On se fait confiance. Le séminaire a fini plus tôt que prévu le vendredi. J'ai pris le TGV de 14 heures pour rentrer à Bordeaux, épuisée, rêvant juste d'un bain chaud et de mon lit. En arrivant devant ma porte, j'ai entendu de la musique. Pas de la musique douce, mais des basses lourdes, étouffées par l'isolation, mais bien présentes. Mon cœur a fait un bond. Un cambriolage? J'ai ouvert la porte doucement. L'odeur m'a frappé en premier. Une odeur de tabac froid et de parfum bon marché, très sucré. Dans mon salon, mon sanctuaire immaculé, c'était le chaos. Coralie était allongée sur mon canapé crème, ses chaussures encore aux pieds. Son fiancé, Jérémy, un type mou, sans ambition, qui passe ses journées à parier sur des matchs de foot, était affalé dans mon fauteuil de lecture, une bière à la main. Ils avaient déplacé mes meubles pour installer un ring light et se filmaient en train de faire une danse ridicule pour TikTok. Sur la table basse, il y avait 2 bouteilles de mon meilleur vin rouge ouvertes, des miettes de chips partout, et pire que tout, une tache sombre, violette, sur l'accoudoir de mon canapé en lin. « Qu'est-ce que vous faites là ?» ai-je hurlé, lâchant ma valise. Ils ont sursauté. Coralie m'a regardé comme si j'étais l'intruse. « Oh, salut Flo. Tu rentres tôt. Maman a dit qu'on pouvait venir. » Maman a dit quoi? Ma voix tremblait. Bah, on voulait faire du shopping à Bordeaux ce week-end, et les hôtels sont super chers. Maman a dit que tu n'étais pas là, donc que ça ne dérangerait pas qu'on utilise l'appart. C'est dommage de le laisser vide, non? Elle a dit ça avec un naturel désarmant, comme si elle m'empruntait un stylo. Jérémy a eu l'audace de me sourire, les dents jaunes. T'inquiète, on gère. On a juste renversé un peu de vin, mais ça partira. J'ai vu rouge. J'ai littéralement vu un voile rouge devant mes yeux. J'ai marché vers eux, j'ai éteint leur musique et j'ai pointé la porte. Dehors.
Tout de suite. Vous avez 5 minutes pour ramasser vos affaires et disparaître. Coralie a levé les yeux au ciel, soufflant bruyamment. Roux, ça va, ne sois pas hystérique. On est ta famille, pas des voleurs. J'ai dû les menacer d'appeler la police pour qu'ils partent. Quand j'ai appelé ma mère pour demander des explications, elle a minimisé l'incident, comme d'habitude. Voyons Floriane, tu es si rigide. Ta sœur voulait juste passer un bon moment. Tu as tellement de place, pourquoi tu ne veux pas partager? Tu es devenu égoïste avec ton argent. J'ai changé les serrures le lendemain. J'ai payé 400 € pour un serrurier d'urgence, mais c'était le prix de ma tranquillité. Je pensais que le message était passé. Je pensais avoir tracé une ligne claire. Mais pour des gens comme ma mère et ma sœur, les limites ne sont pas des murs, ce sont des défis à franchir. Cet incident n'était que l'apéritif avant le plat principal indigeste qui m'attendait. 2 semaines après l'incident des clés, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai hésité à répondre, la boule au ventre familière se formant instantanément. Mais l'espoir est une chose tenace et stupide. Une petite voix en moi disait, peut-être qu'elle appelle pour s'excuser. Peut-être qu'elle a compris. J'ai décroché. Allô, maman? Ma chérie. Comment vas-tu? Sa voix chantait. Elle était douce, mielleuse, vibrante d'une affection que je n'avais pas entendue depuis des années. C'était suspect, mais j'avais tellement soif de cette chaleur maternelle que j'ai baissé ma garde. Elle ne s'est pas excusée pour l'intrusion de Coralie. Au lieu de cela, elle a enchaîné directement. Écoute, on fait un grand déjeuner de famille ce dimanche à Angoulême. Il y aura tante Monique, les voisins. C'est important. On a une grande nouvelle à annoncer. Tu dois venir, Floriane. La famille ne peut pas être complète sans toi. La famille ne peut pas être complète sans toi. Ces mots ont agi comme un baume sur mes blessures. J'ai voulu croire que c'était vrai. J'ai voulu croire que j'avais encore ma place. D'accord, je viendrai, ai-je dit doucement. Oh, merveilleux. Ah, et une petite chose. Son ton a changé, devenant plus direct. Puisque tu viens de Bordeaux, est-ce que tu pourrais passer chez Antoinette? Tu sais, cette pâtisserie de luxe près du Grand Théâtre? Oui, je vois laquelle. C'était l'une des plus chères de la ville. Super. Prends-nous un grand Saint-Honoré. Pour 8 personnes. C'est le préféré de Coralie, et ceux d'Angoulême sont secs et sans goût. Tu feras ça pour moi? C'est sur ta route. Un Saint-Honoré pour 8 personnes chez Antoinette coûtait 80 €. C'était une somme, mais ce n'était pas l'argent qui me dérangeait. C'était la commande. Pas comment vas-tu, pas on a hâte de te voir, mais apporte le gâteau cher. J'étais encore une fois réduite à ma fonction utilitaire, le chauffeur-livreur de luxe. Mais j'ai accepté. Comme une idiote, j'ai accepté. Je me suis dit que si j'apportais le gâteau parfait, si j'étais la fille parfaite, peut-être que ce déjeuner se passerait bien. Peut-être qu'on rirait ensemble comme dans les publicités. Le dimanche matin, je suis allée chercher le gâteau. Il était magnifique, une œuvre d'art de choux caramélisés et de crème chantilly vanillée, posée sur une base de pâte feuilletée. Je l'ai installé sur le siège passager de ma voiture comme un bébé, calé avec des coussins pour qu'il ne bouge pas dans les virages. Pendant l'heure et demie de route entre Bordeaux et Angoulême, j'ai répété des conversations imaginaires dans ma tête. Je leur raconterais ma promotion au cabinet. Ils me féliciteraient. Coralie s'excuserait pour le canapé. Tout irait bien. Quelle naïveté. Je m'arrête un instant ici. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, après que votre famille a violé votre domicile, auriez-vous accepté cette invitation? Auriez-vous acheté ce gâteau hors de prix? Ou suis-je la seule à être aussi désespérément en quête d'approbation? Je lirai vos réponses après avoir raconté la suite. Je suis arrivée devant la maison de mon enfance à Angoulême un peu avant midi. C'est une bâtisse en pierre charentaise, avec des volets bleus un peu écaillés. Une maison qui a du charme, mais qui demande beaucoup d'entretien. En garant ma voiture, j'ai vu que l'allée était déjà pleine. Il y avait la vieille Peugeot de mon père, la voiture cabossée de tante Monique, la sœur de ma mère, une Vipère qui se nourrit de ragots et bien sûr, la Fiat 500 de Coralie, mal garée, prenant de place.
J'ai pris la boîte à gâteaux avec précaution, respiré un grand coup pour calmer mes nerfs et j'ai sonné. Ma mère a ouvert la porte. Elle portait sa robe à fleurs des grands jours, ses cheveux étaient fraîchement permanentés. Dès qu'elle m'a vu, son regard a glissé de mon visage vers la boîte blanche que je tenais dans les bras. Ah! Le Saint-Honoré! Formidable! Elle m'a fait une bise rapide, distraite et m'a pris la boîte des mains. Entre, entre, tout le monde est au salon. Fais attention à ne pas salir le tapis avec tes chaussures. Pas un tu as fait bonne route, pas un tu es jolie aujourd'hui. J'étais juste le service de livraison. Dans le salon, l'ambiance était étouffante. Tante Monique était assise dans le fauteuil Voltaire, un verre de crément à la main. Tiens, voilà la ministre, a-t-elle lancé en me voyant. C'était son surnom pour moi, sa façon de se moquer de mon métier sérieux et de mon célibat. Alors, toujours pas de mari à l'horizon, Floriane? Bonjour tante Monique. Non, toujours heureuse et libre, ai-je répondu en forçant un sourire. Sur le canapé, Coralie trônait. Elle portait une robe ample couleur pastel. Jérémie était assis à côté d'elle, lui massant les pieds. Mon père, Maurice, était debout près de la fenêtre, l'air mal à l'aise. Quand nos regards se sont croisés, il a baissé les yeux rapidement, comme s'il avait honte. Ce détail aurait dû m'alerter. Mon père est un homme faible, qui a passé sa vie à dire oui chérie à ma mère pour avoir la paix, mais il n'est pas méchant. Son évitement signifiait qu'il savait ce qui se tramait. Viens t'asseoir, Floriane, a dit Coralie d'une voix traînante. Tu me donnes le tournis à rester debout. Je me suis assise sur une chaise dure, loin du cercle intime du canapé. On m'a servi un verre de jus d'orange tiède pendant que les autres buvaient du champagne. C'est pour garder les esprits clairs, a dit ma mère avec un petit rire nerveux. Le déjeuner a commencé. L'entrée, le plat principal, tout tournait autour de Coralie. Coralie est fatiguée en ce moment, Coralie a besoin de vitamines, Jérémie, resserre ta fiancée. J'étais transparente. J'ai mangé mon rôti de porc en silence, écoutant les éloges interminables sur la créativité de ma sœur qui n'avait pas travaillé un seul jour de l'année. Je sentais une tension monter. Des regards en coin s'échangeaient entre ma mère et tante Monique. C'était comme être assise sur une bombe à retardement, entendant le tic-tac s'accélérer, sans savoir quand l'explosion allait survenir. Et puis, le moment est arrivé. Ma mère a débarrassé les assiettes du plat principal et a posé le magnifique Saint-Honoré au centre de la table. Elle n'a pas coupé le gâteau tout de suite. Elle s'est redressée, a lissé sa robe et a tapoté son verre avec une cuillère. Un peu de silence, s'il vous plaît. Nous avons une annonce merveilleuse à faire. Le silence s'est fait. J'ai vu Coralie sourire, une main posée ostensiblement sur son ventre encore plat. Je savais ce qui allait venir. Mais je ne savais pas que cette annonce n'était que le prétexte pour me tendre le piège le plus cruel de ma vie. Coralie est enceinte, s'est exclamée ma mère, les bras levés vers le ciel comme si elle annonçait la venue du Messie. Et elle et Jérémie vont se marier à l'automne. Des exclamations de joie ont éclaté. Tante Monique a applaudi à tout rompre. Jérémie a bombé le torse, fier de son exploit. J'ai souri poliment, murmurant des félicitations. C'est une super nouvelle, ai-je dit, et je le pensais, malgré tout. Un bébé est toujours une bonne nouvelle. Mais l'euphorie est retombée étrangement vite. Ma mère est restée debout, son regard se fixant sur moi avec une intensité prédatrice. Cependant, a-t-elle continué, sa voix prenant un ton grave et théâtral, il y a un problème. Un vrai souci logistique. Elle a fait une pause dramatique. Coralie et Jérémie vivent actuellement dans ce studio loué en centre-ville. C'est humide, c'est bruyant, c'est au 4e étage sans ascenseur. Ce n'est pas un endroit pour élever un enfant. Ma petite fille ou mon petit-fils méritent mieux. Ils méritent de l'espace, de la lumière, de la sécurité. J'ai hoché la tête, ne voyant pas encore où elle voulait en venir. C'est sûr, ils devront déménager, ai-je commenté naïvement. Ma mère a souri. Un sourire froid, calculateur. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Et en y réfléchissant, en famille, elle a insisté sur ce mot, on a trouvé la solution parfaite. Une solution qui est juste sous nos yeux. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi. Toi, Floriane. Mon cœur a raté un battement. Moi? Oui, toi.
Tu vis seule à Bordeaux dans cet immense appartement de 95 mètres carrés. 3 chambres. Pour une seule personne. C'est ridicule, non? C'est du gâchis d'espace. Le silence dans la pièce est devenu lourd, épais. J'ai senti mes mains devenir moites. Et alors, ai-je demandé, la voix serrée. Et alors, c'est évident, a repris ma mère avec l'assurance de quelqu'un qui énonce une vérité universelle. Tu vas prêter ton appartement à ta sœur. Pour le bien du bébé. Ils pourront s'y installer le mois prochain. Comme ça, ils auront la chambre d'enfant, la terrasse pour l'air frais. C'est idéal. J'ai cligné des yeux, croyant avoir mal entendu. Prêter? Tu veux dire, me le louer? Coralie a éclaté d'un petit rire méprisant. Louer? Ben non, Flo. On n'a pas les moyens de payer un loyer bordelais, tu le sais bien. Avec le bébé qui arrive, je ne peux pas travailler, et Jérémy se lance dans ses projets. On pensait que tu nous le laisserais. Gratuitement. Enfin, on paiera l'électricité, hein, on n'est pas des profiteurs. Ma mère a enchaîné rapidement pour ne pas me laisser le temps de réagir. Et toi, Floriane, tu as plusieurs options. Tu peux revenir vivre ici, dans ton ancienne chambre. On serait ravis de t'avoir. Ou alors, tu peux louer un petit studio à Bordeaux, quelque chose de plus adapté à ton statut de célibataire. Franchement, à quoi te servent 3 chambres? C'est de l'égoïsme pur de garder tout ça pour toi quand ta sœur est dans le besoin. J'ai regardé autour de la table. Tante Monique hochait la tête en signe d'approbation, comme si c'était la chose la plus logique du monde. Jérémy avait l'air déjà installé dans mon canapé, savourant sa victoire. Mon père fixait sa nappe, triturant un morceau de pain. Ils ne demandaient pas. Ils exigeaient. Ils avaient déjà tout planifié. Ils avaient disposé de mes biens, de mon travail, de ma vie, comme si j'étais une simple variable d'ajustement dans leur équation du bonheur de Coralie. La colère, une colère froide et pure, a commencé à monter en moi, partant de mes orteils pour envahir chaque cellule de mon corps. J'avais passé 10 ans à manger des pâtes pour payer ce crédit. J'avais sacrifié ma jeunesse pour ces murs. Et ils voulaient me les prendre, juste comme ça, parce que Coralie avait décidé d'avoir un enfant sans en avoir les moyens? J'ai posé ma fourchette doucement. Le tintement du métal contre la porcelaine a résonné comme un coup de gong. J'ai levé les yeux et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Non. Le mot est tombé au milieu de la table, lourd et définitif. Ma mère a cligné des yeux, comme si je venais de parler une langue étrangère. Son sourire s'est figé. Pardon? Je crois que j'ai mal entendu. Tu as très bien entendu, ai-je dit, ma voix gagnant en assurance. La réponse est non. Je ne donnerai pas mon appartement à Coralie. Je ne le prêterai pas. Je ne le louerai pas. C'est chez moi. C'est ma propriété. Je l'ai payé avec mon argent, mon travail, mes sacrifices. Coralie a poussé un petit cri offusqué. Mais tu es sérieuse? Tu vas laisser ton neveu grandir dans un taudis alors que tu te prélasses dans un palace vide? Si ton appartement actuel ne te convient pas, c'est à toi et à Jérémy de trouver une solution, ai-je répliqué calmement. Vous êtes des adultes. Avoir un enfant est une responsabilité, pas un ticket pour s'approprier les biens des autres. Tante Monique a claqué sa langue contre son palais. C'est bien ce que je disais. L'argent t'a pourri, ma pauvre fille. Tu as le cœur sec comme une pierre. Ma mère s'est levée brusquement, son visage passant du rose au rouge cramoisi. Les larmes, ces fameuses larmes de crocodile qu'elle utilisait depuis toujours pour manipuler mon père, ont commencé à couler. Comment peux-tu être aussi cruel? On t'a élevé, on t'a nourri. Et c'est comme ça que tu nous remercies? En tournant le dos à ta propre sœur enceinte? Tu es jalouse, c'est ça? Tu es jalouse parce qu'elle construit une famille et que toi tu resteras seule avec tes chats? Cette phrase m'a frappée en plein cœur. Non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était conçue pour faire mal, pour humilier. Je ne suis pas jalouse, maman. Je suis juste fatiguée. Fatiguée d'être celle qui donne et qui ne reçoit jamais rien. Quand j'étais étudiante, vous ne m'avez pas aidée. Quand j'ai acheté mon appartement, vous ne m'avez pas félicitée. Et maintenant, vous voulez me le voler? Voler? A hurlé ma mère. On parle de partage.
de famille. Mais toi, tu ne comprends rien à l'amour. Tu ne penses qu'à tes chiffres, à ton compte en banque. Tu es un monstre d'égoïsme. Jérémy s'est permis d'intervenir, le ton méprisant. Franchement Flo, c'est petit. T'as de la place, ça te coûte rien. C'est juste par principe que tu fais chier. J'ai senti mes mains trembler. C'était un tribunal. J'étais l'accusé, et le verdict était déjà rendu avant même que je n'ouvre la bouche. J'ai regardé mon père. Papa? Tu ne dis rien? Tu trouves ça normal qu'il me demande de quitter ma propre maison? Mon père a levé les yeux, l'air misérable. Écoute, Floriane. Ta mère a raison, c'est compliqué pour ta sœur. Peut-être que tu pourrais faire un effort, juste pour quelques années. C'était le coup de grâce. Même lui. Même mon père était prêt à me sacrifier pour maintenir la paix avec sa femme tyrannique et sa fille gâtée. J'étais seule. Totalement, désespérément seule dans cette pièce remplie de ma famille. J'ai repoussé ma chaise. Le bruit a fait sursauter tout le monde. C'est bon. J'en ai assez entendu. Je pars. Je me suis levée, j'ai pris mon sac à main. Je voulais juste sortir de là, respirer, fuir cet asile de fous. Mais ma mère n'en avait pas fini avec moi. Elle ne supportait pas qu'on lui dise non. Elle ne supportait pas de perdre la face devant sa sœur et son gendre. Elle a attrapé la première chose qui lui tombait sous la main. Tout s'est passé au ralenti, comme dans un film d'horreur où l'on sait que la catastrophe est imminente mais qu'on ne peut rien faire pour l'arrêter. Ma mère se tenait au bout de la table, tremblante de rage. Ses yeux étaient écarquillés, fous. Elle a hurlé, « Tu ne partiras pas comme ça. Tu ne nous méprises pas dans ma propre maison. Espèce d'ingrate. » Sa main s'est refermée sur le plat en carton doré du Saint-Honoré. Ce gâteau magnifique, avec sa couronne de choux caramélisés, ses volutes de crème chantilly onctueuse, ce gâteau que j'avais payé 80 €, que j'avais transporté avec tant de soin, espérant acheter un peu d'amour. Elle l'a soulevé. C'était lourd, instable. Puisque tu aimes tant tes affaires et ton argent, garde-le ton gâteau de malheur. Et elle l'a lancé. J'ai à peine eu le temps de tourner la tête. Le gâteau m'a percuté de plein fouet. Pas comme une caresse sucrée, mais comme un projectile lourd. L'impact a été sourd, violent. Le monde est devenu blanc et collant. J'ai senti le froid de la crème envahir mes yeux, mes narines, ma bouche. J'ai senti le dur du caramel me griffer la joue. J'ai senti la pâte feuilletée s'écraser contre mon front. Le gâteau a glissé lentement le long de mon visage, tombant par gros morceaux sur mon chemisier en soie, sur mon pantalon, sur le tapis persan, ironiquement, celui qu'elle m'avait dit de ne pas salir. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pendant 3 secondes, personne n'a bougé. J'étais là, debout, transformée en statue de crème et de sucre, l'odeur entêtante de la vanille me suffoquant. Puis, j'ai entendu un son. Un gloussement. C'était Coralie. Elle a mis la main devant sa bouche et a ri. Un rire nerveux au début, puis un rire moqueur, franc. Oh mon Dieu, maman. Tu l'as dégommé. Tante Monique a étouffé un rire dans sa serviette. Jérémy souriait bêtement. Mon père, lui, avait mis sa tête dans ses mains. J'ai passé ma main sur mon visage pour dégager mes yeux. Mes lunettes étaient couvertes de crème, inutilisables. Je les ai retirées. À travers ma vision floue, j'ai vu ma mère. Elle ne semblait pas regretter. Elle haletait, le visage triomphant, comme si elle venait de remettre l'univers en ordre. Elle avait puni l'enfant désobéissante. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant précis. Pas mon cœur, il était déjà en miettes. C'était le lien. Ce fil invisible, tissé de culpabilité et d'espoir, qui me rattachait à ces gens. Il a cassé net. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Une froideur absolue m'a envahi. C'était une sensation étrange, presque apaisante. Je n'avais plus peur d'eux. Ils venaient de franchir la ligne de non-retour. J'ai pris une serviette en papier sur la table. Calmement, méthodiquement, j'ai essuyé le plus gros de la crème sur mon visage. J'ai retiré un chou collé dans mes cheveux et je l'ai posé sur la table. « Tu te sens mieux, maman ?» ai-je demandé.
Ma voix était basse, stable, terrifiante de calme. Elle a reculé d'un pas, surprise par mon absence de réaction hystérique. Tu l'as mérité. Ça t'apprendra le respect. J'ai hoché la tête lentement. Très bien. Tu viens de faire ton choix. J'espère que ça en valait la peine. Souviens-toi bien de ce moment, Liliane. Souviens-toi de ce gâteau. Parce que c'est la dernière chose que tu recevras jamais de moi. Je me suis retournée. J'ai marché vers la porte d'entrée, laissant une traînée de crème et de miettes derrière moi. Et nettoie le tapis, ai-je lancé sans me retourner. Il paraît que les taches de gras sont difficiles à ravoir. J'ai claqué la porte. Je suis montée dans ma voiture, couverte de sucre, collante, humiliée, mais étrangement libre. En démarrant le moteur, je n'ai pas pensé à la tristesse. Je pensais à la vengeance. Et je savais exactement comment j'allais procéder. Il voulait jouer avec la propriété ? Très bien. Allons jouer sur le terrain de la loi. Mais je ne savais pas encore jusqu'où ils iraient pour me détruire avant que je ne puisse riposter. Le trajet de retour vers Bordeaux a été un calvaire. Je me suis arrêtée sur une aire d'autoroute déserte pour essayer de me nettoyer dans les toilettes publiques. Sous la lumière blafarde des néons, je me suis regardée dans le miroir piqué. Mes cheveux étaient poisseux, collés par le caramel. Mon chemisier à 150 € était fichu. J'avais l'air d'une folle. J'ai frotté ma peau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, essayant d'enlever non seulement le sucre, mais aussi la sensation de leur regard méprisant. Je suis rentrée chez moi, dans mon appartement silencieux, je me suis douchée pendant 1 heure, et je me suis couchée sans manger. Le lendemain matin, lundi, mon téléphone, que j'avais éteint, s'est rallumé avec une avalanche de notifications. Facebook, Instagram, WhatsApp. Tout clignotait. J'ai ouvert Facebook. La première chose que j'ai vue était une photo de Coralie, en pleurs, ou feignant de l'être, blottie dans les bras de notre mère. Le texte accompagnant la photo, posté par ma mère, était un chef-d'œuvre de manipulation. Cœur brisé. Je ne pensais jamais devoir écrire ça un jour. Hier, nous avons été trahis par ma propre fille aînée. Alors que sa petite sœur est enceinte et en difficulté, Floriane, qui vit dans le luxe et l'opulence, a refusé de l'aider. Elle nous a ri au nez. Elle a préféré son confort matériel à la sécurité de son futur neveu. On dit qu'on élève ses enfants pour qu'ils s'aiment, mais parfois, l'argent pourrit les âmes. Nous sommes dévastés, mais nous resterons unis pour ce bébé. #famille d'abord, #Tréson10 de Pierre, les commentaires étaient pires. C'est honteux. Une honte, écrivait une voisine. Quel égoïste, après tout ce que vous avez fait pour elle, renchérissait une cousine éloignée. Les riches n'ont pas de cœur, ajoutait un inconnu. Ils avaient inversé les rôles. J'étais le monstre. Ils avaient omis la demande délirante de me voler mon appartement. Ils avaient omis le gâteau jeté à la figure. Ils avaient construit une réalité alternative où ils étaient les victimes martyrs. Mais ils ont fait une erreur. Une erreur fatale. Dans sa fureur, Coralie avait commenté « Merci maman. Heureusement que j'ai des parents qui m'aiment. On n'a pas besoin de son appartement pourri, on a la maison de famille, c'est bien mieux. » La maison de famille. J'ai relu ce commentaire. Un sourire lent, froid, s'est dessiné sur mes lèvres. Ils avaient oublié un détail crucial. Un détail qu'ils pensaient sans importance, mais qui allait devenir mon arme nucléaire. Cette maison à Angoulême, cette maison dont ils étaient si fiers, cette maison où ils m'avaient humilié, elle ne leur appartenait pas totalement. Je me suis levée, je suis allée dans mon bureau et j'ai ouvert mon coffre-fort. J'ai sorti une chemise cartonnée bleue, poussiéreuse. Dessus, il était écrit « Succession Papy Robert ». C'était l'heure de la contre-attaque. Mon grand-père paternel, Papy Robert, était le seul membre de cette famille qui m'ait jamais aimé pour qui j'étais. Il voyait clair dans le jeu de ma mère. Il voyait comment Coralie était pourri gâtée. Avant de mourir, il y a 5 ans, il m'avait pris la main sur son lit d'hôpital et m'avait dit « Floriane, ma grande, protège tes arrières. Ils ne te feront pas de cadeaux. » Il avait raison. Et il avait pris ses dispositions. J'ai étalé les documents juridiques sur mon bureau en chaîne. Le testament, l'acte notarié. Tout était là, noir sur blanc, rédigé selon les lois successorales françaises.
La maison d'Angoulême appartenait à mon grand-père. À sa mort, il ne l'avait pas léguée entièrement à mon père. Il savait que mon père était faible et que ma mère dilapiderait tout. Il avait utilisé un mécanisme juridique appelé le démembrement de propriété. Concrètement, mon père et ma mère avaient reçu l'usufruit. Cela signifie qu'ils avaient le droit d'habiter dans la maison ou de la louer et d'en percevoir les loyers jusqu'à leur mort. C'est le droit de jouissance. Mais la nue propriété, c'est-à-dire la propriété réelle des murs, du terrain, du bâti, avait été léguée directement aux petits-enfants. À moi et à Coralie. Nous étions donc, Coralie et moi, les véritables propriétaires de la maison, chacune à hauteur de 50%. Mes parents n'étaient que des occupants à vie. Tant que tout le monde s'entendait bien, cette situation ne posait pas de problème. C'est ce qu'on appelle l'indivision. Mais il y a un article fondamental dans le Code civil français, l'article 815, qui dit « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ». Cela signifiait qu'à tout moment, un co-indivisaire, moi, pouvait demander à sortir de l'indivision. Et si les autres, Coralie, et par extension mes parents qui jouissaient du bien, ne pouvaient pas racheter ma part, le bien devait être vendu. J'ai fait le calcul rapidement. La maison d'Angoulême valait environ 300 000 €. Ma part de nue propriété valait environ 100 000 €. La valeur de la nue propriété est inférieure à la pleine propriété tant que les usufruitiers sont vivants, mais elle reste substantielle. Si je demandais ma part, ils avaient deux choix, me verser 100 000 € en cash immédiatement pour racheter mes droits. Vendre la maison aux enchères ou à l'amiable et me donner ma part sur le prix de vente. Dans ce cas, l'usufruit de mes parents serait converti en capital, une petite somme vu leur âge, et ils se retrouveraient à la rue. Je savais pertinemment qu'ils n'avaient pas 100 000 €. Ils avaient vidé leur compte pour la voiture de Coralie, pour ses études, pour ses caprices. Ils vivaient de leur petite retraite. Ils étaient house riches, cash-poor, riches en immobilier, pauvres en argent. Ils voulaient mon appartement? Ils allaient perdre leur maison. C'était cruel? Peut-être. Mais était-ce plus cruel que de jeter un gâteau au visage de sa fille et de la traîner dans la boue sur Internet? Papy Robert m'avait donné une épée, et pour la première fois de ma vie, j'allais m'en servir pour trancher la tête du dragon. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'un avocat que je connaissais de réputation à Bordeaux, Maître Baudouin, un spécialiste des successions conflictuelles, surnommé le requin. Maître Baudouin m'a reçu dès le mardi après-midi. Son bureau, situé place des Quinconces, était froid, moderne, intimidant. Tout le contraire de la maison d'Angoulême. Il m'a écouté raconter l'histoire, le gâteau, les insultes, le post Facebook, que j'avais fait constater par huissier le matin même, pour prouver le harcèlement et la diffamation, juste au cas où. Quand je lui ai montré l'acte de propriété, il a souri. Un sourire carnassier. C'est un cas d'école, madame. Vous êtes en position de force absolue. Avec les preuves de l'animosité familiale que vous m'apportez, aucun juge ne refusera la sortie de l'indivision. La cohabitation juridique est impossible. Je veux que ça aille vite, ai-je dit. Je ne veux pas d'un procès qui dure 10 ans. Alors on frappe fort. On envoie une lettre de mise en demeure. On leur offre l'option amiable en premier, ils rachètent vos parts sous 30 jours. Sinon, on assigne au tribunal pour vente forcée aux enchères publiques, licitation. En général, la menace de la vente aux enchères où les biens partent souvent à vil prix suffit à faire plier la partie adverse. Il a rédigé la lettre devant moi. Les termes étaient tranchants, dénués d'émotion, purement juridiques. Objet, sortie de l'indivision successorale, bien 6 à Angoulême. Ma cliente, Madame Floriane X, ne souhaite plus maintenir l'indivision avec Madame Coralie X. Somme réclamée, 110 000 €, basée sur une estimation haute. Envoyez ça, ai-je dit en signant le mandat. En sortant du cabinet, j'ai ressenti un vertige. Je venais d'appuyer sur le bouton rouge. Il n'y aurait pas de retour en arrière. J'allais probablement rendre mes parents SDF. Une petite voix, celle de la petite fille qui voulait être aimée, a chuchoté « Tu es vraiment méchante ». Mais j'ai repensé à la crème dans mes yeux. J'ai repensé à ma mère disant « Tu l'as mérité ». J'ai repensé à Coralie riant. Et la petite voix s'est tue, étouffée par le désir de justice. La lettre recommandée avec accusé de réception est arrivée chez mes parents le jeudi matin. Je sais qu'elle est arrivée parce qu'à 10h15, mon téléphone a commencé à vibrer. Maman appelle entrant.
Papa appelle entrant. Coralie appelle entrant. Maman appelle entrant. J'ai laissé sonner. J'avais activé le mode ne pas déranger pour tout sauf mes clients professionnels. À midi, les messages vocaux s'accumulaient. J'en ai écouté un, juste pour jauger la température. C'était ma mère. Sa voix n'était plus mielleuse, ni triomphante. Elle était hystérique. Floriane. C'est quoi ce courrier d'avocat? Tu es devenue folle? Tu veux vendre notre maison? Tu ne peux pas faire ça. Rappelle-moi tout de suite ou j'appelle la police. Pauvre maman. La police ne pouvait rien faire contre le code civil. Le soir même, vers 19h, l'interphone de mon immeuble à Bordeaux a sonné. Ils avaient fait la route. Ils étaient là. J'ai allumé l'écran de mon visiophone. Je les ai vus, tous les trois. Ma mère, échevelée. Mon père, gris de peur. Coralie, rouge de colère. Jérémie n'était pas là. Ouvre, a hurlé Coralie dans le micro. On sait que tu es là. Ouvre cette putain de porte. J'ai appuyé sur le bouton parler, restant bien en sécurité au 3e étage. Bonsoir. Je vous prie de ne pas crier, vous dérangez les voisins. Floriane, ouvre-nous, a supplié mon père. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est la maison où tu as grandi. C'est une maison dont je possède la moitié des murs, papa. Et puisque je suis une égoïste sans cœur qui ne pense qu'à l'argent, j'ai décidé de récupérer mon capital. Vous avez 30 jours pour me faire un virement de 110 000 euros. On n'a pas cet argent, a crié ma mère, pleurant presque. Tu le sais très bien. On sera à la rue. Ah, ai-je répondu, ma voix glaciale. C'est embêtant. Peut-être que vous devriez demander à Coralie? Elle a une voiture neuve, non? Elle a des vêtements de marque? Elle peut sûrement vous aider. Tu es un monstre, a craché Coralie. Je suis enceinte. Le stress est mauvais pour le bébé. Si je fais une fausse couche, ce sera de ta faute, assassin. C'était l'attaque de trop. Utiliser un enfant pas encore né comme bouclier humain. Écoutez-moi bien, ai-je dit, articulant chaque syllabe. Je vous ai enregistré. Vos menaces, vos insultes, tout est dans la boîte. Si vous ne partez pas dans la minute, j'appelle la police pour harcèlement et trouble à l'ordre public. Et croyez-moi, avec le dossier que j'ai déjà, le juge va adorer. Il y a eu un silence. Ils se sont regardés. Ils ont compris, dans leurs yeux effrayés, que la Floriane docile, la Floriane paillasson, était morte. Celle qui leur parlait était une étrangère impitoyable. Ils ont tourné les talons et sont partis. J'ai regardé leur voiture s'éloigner sur l'écran. Je n'ai ressenti aucune pitié. Seulement le froid métallique de la victoire. Les semaines qui ont suivi ont été une leçon brutale de réalité pour ma famille. Ils ont essayé de bluffer. Ils ont pris un avocat, sûrement payé avec leurs dernières économies, qui a essayé de contester ma demande. Mais Maître Baudouin les a déchiquetés. La loi était claire. L'indivision devait cesser. Ils ont essayé d'obtenir un prêt bancaire pour racheter ma part. Refusé. Trop vieux, revenus trop faibles, taux d'endettement trop élevé. Coralie et Jérémie? Insolvables, aucun revenu fixe. Le verdict est tombé comme un couperet, la maison devait être vendue. Pour éviter la vente aux enchères, qui aurait encore plus réduit leur part, ils ont dû accepter une vente à l'amiable, mais rapide. La maison a été mise sur le marché. L'ironie du sort? Le marché immobilier à Angoulême était un peu morose. Pour vendre vite, ils ont dû baisser le prix. La maison est partie pour 260 000 euros. Le calcul final de la répartition du prix de vente a été fait par le notaire. C'était le moment de vérité. Sur les 260 000 euros, la valeur de l'usufruit de mes parents, calculée selon leur âge, ne représentait que 30% du total. Ils ont touché environ 78 000 euros. Le reste, 182 000 euros, était la nue propriété, à partager entre Coralie et moi. J'ai touché un chèque de 91 000 euros. Coralie a touché 91 000 euros. Vous pourriez penser, mais Coralie a gagné de l'argent aussi. Oui, mais voici le piège.
Mes parents n'avaient plus de maison. Avec 78 000 €, on n'achète rien de correct, même à Angoulême. Ils devaient se reloger. Coralie, qui comptait vivre gratuitement chez eux ou chez moi, se retrouvait aussi sans toit. Le résultat ? Mes parents ont dû utiliser leur part, plus une grande partie de la part de Coralie, pour acheter un petit appartement étroit dans une banlieue triste et bétonnée d'Angoulême. Un appartement moche, mal insonorisé, au rez-de-chaussée. Ils vivent maintenant tous les 4 là-dedans, mes parents, Coralie, Jérémy, et bientôt le bébé. Dans 65 mètres carrés. Imaginez l'ambiance. Ma mère, habituée à sa grande maison et son jardin, enfermée dans une cage à lapins. Coralie, la princesse, obligée de dormir sur un canapé-lit ou de partager l'espace avec ses parents vieillissants et aigris. Jérémy, le fainéant, sous le regard constant de son beau-père. C'est l'enfer sur terre. Et ils l'ont construit eux-mêmes. Le jour où j'ai reçu le virement sur mon compte, j'étais assise à mon bureau. J'ai regardé le chiffre. 91 000 €. C'était moins que ce que j'aurais pu avoir si j'avais attendu leur mort, certes. Mais c'était le prix de ma liberté immédiate. J'ai envoyé un dernier email à ma mère. Pas d'insulte. Juste une phrase, j'espère que vous êtes bien installés. Le gâteau n'était pas si cher, finalement. Adieu. Je n'ai pas eu de réponse. Je crois qu'ils ont enfin compris qu'on ne joue pas avec le feu quand on est fait de paille. Cela fait maintenant 6 mois que la vente a été signée. Les nouvelles me parviennent par des voies détournées, les voisins, tante Monique qui essaie parfois de m'espionner mais que je garde bloqué. Aux dernières nouvelles, Jérémy est parti. Il n'a pas supporté la vie en promiscuité avec ses beaux-parents dépressifs et une Coralie devenue invivable. Coralie élève son fils seul, dans ce petit appartement surchauffé par les disputes. Ma mère a vieilli de 10 ans. Elle raconte à qui veut l'entendre que je suis le diable incarné, mais plus personne ne l'écoute vraiment. Les gens voient bien que si une fille bien sous tout rapport comme moi en est arrivée là, c'est qu'il y avait une raison grave. Et moi ? J'ai utilisé une partie de l'argent pour rembourser par anticipation un petit investissement locatif que j'avais fait. Je suis plus riche qu'avant. Mais surtout, je suis plus légère. Je n'ai plus peur du téléphone qui sonne. Je n'ai plus cette boule au ventre le dimanche. Je n'ai plus à acheter l'amour de gens qui ne savent que prendre. Ce soir, je suis sur ma terrasse à Bordeaux. Le soleil se couche sur la Garonne, teintant le ciel de rose et d'or. J'ai acheté un petit gâteau Saint-Honoré chez Antoinette en rentrant du travail. Juste pour moi. Une part individuelle. Je prends une bouchée. La crème est douce, le caramel croquant. C'est délicieux. Et pour la première fois, il n'a pas un goût amer. À tous ceux qui m'écoutent et qui se sentent piégés par la dette familiale, par cette obligation toxique de tout accepter parce que c'est le sang, écoutez-moi bien. Le sang ne vous oblige à rien si ce sang est empoisonné. Le respect, ça se mérite. L'amour, ça se nourrit. Ce n'est pas un dû. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de protéger ce qui est à vous. Vous avez le droit de couper les ponts, même si ça fait mal au début. Parce qu'à la fin, la seule personne avec qui vous devez vivre pour le reste de votre vie, c'est vous-même. Assurez-vous que cette personne soit en sécurité et fière d'elle. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et surtout, partagez-la. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de se défendre. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire de karma. Quant à moi, je vais finir mon gâteau. En paix. Au revoir. No got his own. Y'all entertain that. Y'all entertain that. You know that? The more you bring that up, you say that in a chat, you're like, oh, I gotta hide it from him. What do you think's gonna happen when he sees that or he hears about it? What do you think he's gonna do? Noah's a simple man. You don't remind him, he won't remember. You keep telling him, oh, you gotta hide the plushie, hide the plushie. He's gonna fuck the plushie. That's what he's gonna do. You guys are funny. What if we like it though?
Okay, go to bed. Take tip $5. Just for transparency, can you tell Aiden I was joking? Yeah. Embarrassed smiley face emoji. Yo. I loved him long time. Yeah. Hugging face I emoji. have a TTS going. What? 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 Why didn't you just fucking... What? Oh, why didn't you just fucking open the door? Wait. Okay, yeah, we're good. We're good. Ugh. Wait, what the fuck? Hi, Fry. I hope this... Wait, what does it say? Hi, Fry. I hope this one fits. Enjoy, Yuri. What is it? What's in the box? What's in the box, Yuri? Oh, a ring. A fidget ring. Does it fit? Oh, it fits. Oh, it doesn't spin though. Now you gotta break it in. Whee. Dude, all of our hands are like fucked up. Okay, I need something in my system before I pass the fuck out. What is this? It's a blueberry muffin. Okay, not that one first. Oh, it's warm though. Oh god. What is this? Oh, it's the apple juice. Nice. What is this? Oh, it's a butternut squash. I don't think I've ever had squash soup, but I don't know what's on the top of this, but it kind of looks fucking disgusting. Straight tipped $5. Fry, my uncle also got teeth pulled today. Really? But all of his teeth, he's super puffy. I'm okay to eat bread, right? Right? Oh, thanks, dude. I love this new law where they don't send you fucking... Oh, wait, never mind. I'm gonna cancel my crash out. I was getting crazy there for a second. What the fuck? This isn't a chocolate chip muffin? What the fuck is this? The fuck? Bitch? As long as there's no seeds. I don't know what these are. I think these are seeds. So, what I'm going to do is take them off. Wait. Grabs the other spoon, takes them off, and plops them inside the bag. Rinsley tipped $5. Hi, Fry. Hello. Glad you're feeling well enough to stream for the second day in a row. So Trying. happy to see you. I definitely Heart feel emoji. a little worse today. It's okay. Not terrible though. Just kind of like I can't move my mouth as much. I feel like. If that makes sense. No straws. I know. No straws. I know. Oh, it's like a sweet soup. That's interesting. Fucking one thing I hate about... Summerlin tipped $10. I'm running Proud late. of you. Rooting for you. Praying for you always. You handsome man. Holy shit, bro. Holy. No matter how much you work out, sliding